Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, pour commencer, je voudrais remercier Jean-Claude Feugnet de nous accueillir ce soir dans cette librairie chronique à Cachan, qui est un lieu de savoir, de connaissances, dans lequel nous avons toujours plaisir à nous rendre pour nous cultiver et apprendre toujours davantage. Donc, ce soir, j'ai le grand plaisir d'avoir à côté de moi Gilles Raveau, qui est maître de conférence à l'Université Paris 8, à l'Institut d'études européennes, et qui est également chroniqueur régulier dans Alternatives économiques et qui participe régulièrement à des émissions d'économie ou à des journaux pour exprimer ses idées en matière d'économie, dans l'actualité. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de son dernier livre, qui vient de sortir. Donc, économie, on n'a pas tout essayé. Je commence avec les questions. Pour vous, quelle est la pire idée reçue sur l'économie? Alors moi, le but de... En fait, je me suis un peu fait violence pour écrire ce livre, parce que c'est quand même très facile d'être déprimé par l'actualité en général. Je pense qu'on est nombreux à faire ce constat, et par l'actualité économique et sociale en particulier, avec effectivement les problèmes de chômage, de pauvreté, de transition écologique dont tout le monde sait qu'elle est nécessaire mais que personne ne fait, de mondialisation qui semble tous nous écraser, d'Union européenne technocratique et obsédée par la concurrence qui semble massacrer les services publics, etc. Donc l'actualité, la réalité n'est pas extrêmement riante. Mais je n'avais pas envie de faire un livre déprimant, parce que ça allait me déprimer moi encore plus que d'habitude. J'ai eu envie de faire un livre optimiste. Et donc je me suis dit, s'il y avait, donc il y a beaucoup de si demain un gouvernement de gauche était élu en France, je vous laisse imaginer cette éventualité, si demain un gouvernement de gauche était élu en France et qui me disait, qu'est-ce que tu proposes comme mesure, qu'est-ce que j'aurais à dire? Qu'est-ce que j'aurais à dire qui soit faisable immédiatement en France avec les contraintes d'aujourd'hui? Donc c'est ça le cahier des charges que je me suis donné dans le livre. Donc dans le livre, il n'y a aucune proposition irréaliste, il n'y a aucune proposition du type sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, etc. Je pense que ces questions doivent être débattues intellectuellement, elles ont leur mérite intellectuel, mais simplement, elles n'ont aucune pertinence empirique. On le voit avec le Brexit. Un pays comme le Royaume-Uni, qui est 100 fois moins intégré dans l'Europe que nous, n'arrive même pas à sortir de l'Union européenne, alors qu'il n'a pas de politique sociale, alors qu'il n'est même pas dans la zone euro, qu'il n'est pas dans Schengen, etc. Donc on voit très bien que c'est des questions qui ont une pertinence intellectuelle, mais qui, à mon avis, n'ont aucune pertinence empirique pour un gouvernement qui serait élu demain en France. Et donc j'ai essayé de chercher des mesures possibles. Et ce que j'essaie de rappeler dans le livre, c'est qu'en fait, on a un système économique en France, mais qui est aussi en fait, assez proche de celui des autres pays développés, qui est absolument extraordinaire, qui est une combinaison à peu près sans précédent dans l'histoire des hommes entre les vertus de l'action publique et les vertus du marché. C'est ce qu'on appelait, dans les années 60, il y a longtemps, l'économie mixte. C'est-à-dire que le fait qu'on a un État qui assure l'éducation de tout le monde, on a la sécurité sociale, et en même temps, on a une liberté pour les entreprises d'entreprendre, etc. Et que c'est cette conjonction de ces deux systèmes qui permet à la fois d'avoir une efficacité économique et du bien-être de la population, comme on n'en a jamais eu dans l'histoire humaine. Si vous regardez l'histoire humaine depuis, je dirais, le début, on voit qu'on a une qualité de vie, malgré toutes les choses contre lesquelles on a envie de râler au quotidien, on a une qualité de vie qui est absolument extraordinaire par rapport à peu près toutes les générations qui nous ont précédés. Et ce que ça montre, c'est que l'idée selon laquelle, en particulier, il faudrait systématiquement rogner sur notre système social pour gagner sur l'efficacité économique est fausse. Et elle est même sans doute plus fausse aujourd'hui qu'avant. Et par exemple, il y a des études qui montrent, alors c'est les calculs d'économistes, donc c'est toujours le côté un peu sordide des trucs d'économistes, qu'il y a un gain monétaire absolument considérable au fait pour un enfant d'être socialisé très tôt à la crèche. C'est-à-dire que les enfants qui vont à la crèche très très tôt
en fait, sont beaucoup mieux dans la vie, dans tous les aspects de leur vie, que les enfants qui n'y vont pas. Parce que, comme ils sont amenés à interagir très tôt avec d'autres enfants et avec d'autres adultes, ils développent des capacités cognitives, de langage, de réflexion, de maîtrise de leurs émotions, de dialogue, qui leur permettent ensuite de beaucoup mieux gérer les conflits. Ils sont aussi bien meilleurs dans l'acquisition du langage, donc de des connaissances, d'apprentissage, ils réussissent beaucoup mieux à l'école. Et donc, ils ont des trajectoires professionnelles bien meilleures, ils ont beaucoup moins de criminalité. Et donc, au total, mettre tous les enfants à la crèche, ce qui est extrêmement coûteux, parce qu'un enfant à la crèche, c'est ce qui coûte le plus cher. Dans le système éducatif, vous coûtez de moins en moins cher à mesure que vous grandissez, parce que les classes sont de plus en plus grandes. Et la classe la plus petite, la classe entre guillemets, c'est celle de la crèche, où il faut un adulte pour s'occuper de 3 ou 4 enfants. Alors qu'à la fac, on peut avoir un prof devant un amphi, devant 500 étudiants. Donc les étudiants ne coûtent rien du tout, merci à eux. Donc les enfants qui vont à la crèche, c'est un génial investissement social. Donc il y a plein d'études d'économistes, on a suivi des cohortes d'enfants pendant des décennies, il y a des études américaines là-dessus, et qui montrent que vraiment le rendement, c'est le meilleur placement qu'on puisse faire pour une société. Donc ça montre que l'investissement social, c'est ce qu'il faut faire, et c'est hyper rentable. Et donc on peut multiplier les exemples, dans l'éducation ça marche, dans l'écologie aussi, on sait aujourd'hui que chaque jour qui passe où on ne fait pas la transition écologique, on perd de l'argent. Actuellement, on est en train de perdre des sommes considérables d'argent, parce que les catastrophes futures vont être de plus en plus fortes, de plus en plus violentes, et plus on perd du temps maintenant, plus on perdra des vies humaines, c'est certain. Et donc ça c'est une chose, mais ce n'est pas très grave, parce que là, c'est de l'économie, donc ce qui compte, c'est l'argent. Et on perdra aussi beaucoup d'argent plus tard. Et donc, je pense que la pire idée reçue, c'est celle, effectivement, qui malheureusement est dans la tête, très sincèrement, d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe, etc., parce que malheureusement, ils n'ont pas suivi les bons cours d'économie quand ils étaient à l'école. Eux, ils pensent qu'on doit sacrifier, ils pensent sincèrement, je pense que c'est ça le problème, parce que, évidemment, que leur politique sert certains intérêts, mais je pense surtout que le problème, c'est que leur modèle intellectuel est faux. Ils pensent sincèrement qu'on ne peut plus se payer notre système social dans la mondialisation et qu'on doit renier sur les droits sociaux pour être efficace sur le plan économique. Et je pense que c'est une erreur économique, en plus d'être source d'injustice sociale et d'inégalité. Est-ce qu'on assiste, à votre avis, à une remise en cause de la mondialisation et même de la part d'économistes libéraux? Oui, alors ça, c'est très marrant. C'est qu'il y a eu pour ceux qui s'en rappellent, il y a eu un enthousiasme autour de la mondialisation dans les années 80 à peu près, avec Jacques Attali qui a publié un livre qui s'appelle « La mondialisation heureuse ». J'avais l'idée que la mondialisation, c'était un nouvel âge d'or de l'humanité qui allait apporter plein de bienfaits, etc. Bon, je n'ai pas le temps ici de discuter la mondialisation dans tous ses aspects. C'est sûr que c'est génial de pouvoir voyager aux 4 coins de la planète, Internet, etc. Enfin, bon, il y a une ouverture au monde et aux autres qui est assez extraordinaire. Mais on a en même temps, aujourd'hui, une remise en cause de la mondialisation qui est presque consensuelle parmi les économistes, y compris parmi les économistes libéraux. Et donc, un exemple typique de ça, c'est Joseph Stiglitz, qui est prix Nobel d'économie, et en plus qui est un des plus grands prix Nobel d'économie parce que ses contributions à la science économique ont été incroyables dans tout un tas de domaines, donc c'est un des très grands prix Nobel contemporains. Et quand vous lisez ses livres, les livres qu'il fait paraître tous les ans, qui sortent en français, il pourrait être signé Karl Marx, sans exagérer. C'est-à-dire qu'il vous dit, on a un système économique qui est complètement inégalitaire, où les gens se font exploiter, qui est évidemment insoutenable sur le plan écologique. Regardez juste un tout petit peu les pollutions qui sont liées au cargo, au transport de marchandises par cargo, etc. C'est une catastrophe absolument sans nom. Les cargos utilisent des carburants qui sont 100 fois plus polluants que l'essence ou même le diesel, etc. Enfin, c'est une catastrophe écologique totale. Et tous ces gens-là nous disent, en fait, la mondialisation est tout simplement en train de faire exploser nos démocraties. Parce que la mondialisation, elle est en train de miner ce qui est la base historique de la démocratie, qui est la classe moyenne. Et donc c'est le terme qu'on utilise en économie de polarisation. Donc, parce que la mondialisation, c'est quoi? Si on simplifie un tout petit peu, c'est souvent c'est une histoire de 2 femmes. C'est vous avez une femme dans le nord de la France, dans l'industrie textile, qui perd son emploi parce que son usine ferme, parce qu'elle est mise en concurrence avec la Chine. Et cette femme, elle se retrouve dans une région sinistrée et elle n'arrive pas à retrouver un autre emploi, donc elle bascule dans le chômage, la pauvreté, etc. Et d'un autre côté, vous avez des ouvrières en Chine, des anciennes qui ont quitté leur champ
qui étaient des anciennes paysannes, qui étaient dans les rizières et qui vont en ville, qui vont travailler dans les usines, dont le niveau de vie monétaire, en tout cas, s'accroît considérablement. Elles ont accès à un niveau de consommation auquel elles n'avaient pas accès avant. Bon, en termes de conditions de vie, c'est moins évident parce que c'est souvent entassé dans des villes, etc. Extrêmement pollué en plus en Chine. Et donc, il y a un double résultat de la mondialisation qui est très clair. C'est que ça, d'une certaine manière, ça rapproche le monde parce que le niveau de vie augmente considérablement en Chine. Donc ça, les gens qui sont favorables à la mondialisation vous disent effectivement c'est une augmentation de la richesse comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai, puisque quand vous avez des centaines de millions de gens qui sortent de la pauvreté, c'est la meilleure politique sociale de l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est en Chine. Et par contre, en France, en Europe, aux États-Unis, vous avez des dizaines de millions de gens qui perdent leur travail, dont la vie est brisée de façon irréversible, et à qui on ne propose aucune solution. Voire qu'on culpabilise encore plus en disant eh ben, si vous êtes contre la mondialisation, c'est que vous êtes xénophobe, c'est que vous êtes nationaliste, alors qu'on les a tout simplement complètement laissés tomber. Et à l'inverse, la mondialisation, elle bénéficie à des gens comme moi, qui sont protégés dans leur emploi parce qu'ils sont fonctionnaires, et grâce à la dérégulation du transport aérien, je peux voyager comme jamais avant pour très peu cher, aller balader dans un hôtel en Espagne, etc., grâce effectivement à la concurrence, à la mondialisation, parce que moi, je suis protégé. Et donc, les classes les plus favorisées, les revenus les plus élevés, ont accès comme jamais à un niveau de consommation du fait de la concurrence et de la mondialisation, qui par contre massacre ce qu'on appelait avant des pans entiers de la classe ouvrière, qui conduit à l'effondrement de territoires entiers. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'au niveau du discours politique, on fait même plus semblant d'aider ces gens-là. On fait même plus semblant. C'est-à-dire que laissez-vous regarder, les derniers présidents, Hollande, Sarkozy, Macron, etc., à aucun moment, il y a un discours pour dire effectivement, ce qui vous arrive est injuste, parce que quelle est la responsabilité de ces gens dans l'effondrement de leur vie? Est-ce qu'ils ont été mauvais dans leur travail? Est-ce qu'ils ont commis des fautes? Absolument pas. Ils subissent un système économique. Et on leur propose aucune solution. Et donc, effectivement, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'économistes qui expliquent que la mondialisation est en train de déstabiliser très profondément les régimes démocratiques. Et à l'inverse, par contre, effectivement, on voit avec la Chine, ce qu'on savait déjà, mais ce qui est important de rappeler, on voit avec la Chine que le capitalisme est parfaitement compatible avec un régime autoritaire, comme ça avait été le cas aussi, par exemple, du Chili de Pinochet, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, contrairement à ce qu'avancent certaines personnes, ce n'est pas parce que vous avez une économie de marché dans un pays que ça va faire naître la démocratie spontanément. Ça, c'est un argument qui n'a pas de fondement. Pensez-vous qu'il soit possible de réguler la finance mondiale? Question facile. Ouais, question assez facile parce que là, je pense que clairement la réponse est non. La réponse est non. C'est-à-dire que voilà, j'ai essayé d'être, je me suis gratté là. Donc j'ai fait des chapitres thématiques dans le bouquin pour faciliter la lecture et qu'on puisse lire juste un chapitre. Et donc j'ai commencé par le début entre guillemets, donc par la mondialisation. Ensuite il y a un chapitre sur la finance, un chapitre sur l'Europe. Et c'est vrai que j'ai cherché le plus possible sur la finance des avancées qui auraient eu lieu ces dernières années, parce que la crise de 2008 était quand même la preuve que le système financier dérégulé est une catastrophe absolue. Il faut aussi se rappeler, alors évidemment c'est de l'histoire, mais la grande période de croissance des 30 Glorieuses, de 1945 et 1973, s'est fait avec un système financier complètement minuscule. C'est-à-dire que la croissance française la plus incroyable de l'histoire, qu'on ne retrouvera jamais, et c'est tant mieux pour des raisons écologiques, cette croissance s'est faite sans aucun recours à la bourse. La bourse n'a joué aucun rôle. Et par contre, depuis que la bourse a été dérégulée dans les années 80, parce qu'on nous a expliqué que la finance allait amener la croissance partout, la croissance est beaucoup plus faible, et puis on a des crises de plus en plus fortes. Et donc, après 2008, il y avait un consensus, là aussi on a reparlé même de Marx au début, puis de Keynes, on avait dit il faut réguler la finance, c'est la base d'une prospérité économique retrouvée. Vous avez des gens du FMI, donc c'est ce que je montre aussi dans mon livre, c'est que maintenant il y a un consensus qui est assez incroyable. Vous avez des économistes du FMI, de l'OCDE, qui vous expliquent que la finance, c'est une catastrophe. Et c'est les mêmes qui, dans les années 80, vous disaient la finance, c'est la base de tout, il faut déréguler la finance un maximum, etc. Alors, comme vous le savez, il y a un domaine où c'est particulièrement honteux et qui est très grave, en fait, c'est celui des paradis fiscaux, où il n'y a absolument rien qui est fait de sérieux contre les paradis fiscaux et contre l'évasion fiscale. Et c'est des sommes considérables qui sont perdues par tous les États, qui creusent les déficits, qui empêchent de financer les services publics. Donc c'est une question dont on devrait parler tous les jours à la radio, parce que c'est peut-être
la question la plus importante aujourd'hui, et il y a plein de choses qui pourraient être faites si les États avaient la volonté politique qu'ils n'ont pas, surtout un pays comme la France, qui est un pays puissant, on est la 6e puissance du monde sur le plan économique, on peut faire des choses si on le souhaite. Alors, il y a une toute petite truc qui a avancé, alors, étonnamment, grâce aux Américains, c'est le secret bancaire. C'est-à-dire que les Américains ont dit aux banques suisses, qui sont plus fortes pour garder l'argent des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale que pour participer à la lutte contre le blanchiment de l'argent, les Américains ont dit aux banques suisses, eh ben, soit vous nous donnez les noms des gens, des Américains qui ont des comptes chez vous, soit vous n'avez plus le droit d'exercer aux États-Unis. Et donc là, en fait, la Suisse a commencé à renoncer au secret bancaire. Et donc actuellement, il y a des vrais progrès dans ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations qui rend beaucoup plus difficile le fait d'ouvrir un compte en banque pour un Français, donc je vous le dis si vous avez cette perspective, qui rend beaucoup plus difficile d'ouvrir un compte en banque pour un Français en Suisse sans que les autorités françaises le sachent qu'avant. Donc il y a un progrès qui est réel, j'en parle dans le livre, c'est sur le secret bancaire. Et par contre, sur la question absolument fondamentale des paradis fiscaux, il y a un scandale tous les mois de paradis fiscaux, d'évasion fiscale massive, etc. Là, on n'avance absolument pas. Enfin, à brûle pour point, vous pouvez peut-être juste nous rappeler les paradis fiscaux qui sont très proches de nous. Oui, alors évidemment. Ouais. Oui, non, c'est ça, c'est le Luxembourg. En fait, même la Belgique, dans plein de domaines, a des aspects de paradis fiscal avec une fiscalité très faible pour les étrangers. En fait, il y en a plein en Europe. Il y a le Luxembourg, il y a l'Irlande, qui est un paradis fiscal. Il y a des îles, les îles anglo-normandes, enfin, je ne me rappelle jamais trop, anglo-normandes, voilà, c'est ça, donc qui dépendent en fait aussi juridiquement du Royaume-Uni. Donc, c'est impressionnant le nombre de paradis fiscaux. Je crois que c'est les Pays-Bas aussi. Ouais, enfin, je crois qu'il y a les Pays-Bas. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, bien sûr. Et donc, il y a une liste. Donc, si on veut rire un peu jaune, vous trouvez ça très facilement sur Internet. Il y a la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne, qui est une blague totale où il y a 5 pays dessus. Et c'est des 5 pays où il y a genre 30 000 habitants chacun, et qui sont des confettis de l'océan Pacifique et tout ça. On nous dit, alors ça, c'est des vrais paradis fiscaux, c'est des vrais méchants, on va prendre des sanctions et tout. Mais par contre, les paradis fiscaux bien de chez nous, de l'Union européenne, on ne dit rien, mais évidemment, on comprend bien que c'est compliqué pour l'Union européenne de dénoncer ses propres membres. Et puis, bon, évidemment, le président de la Commission européenne, c'est Jean-Claude Juncker, qui a quand même présidé le Luxembourg pendant des années et qui a activement attiré les entreprises étrangères en leur accordant des remises d'impôts de quasiment, enfin de plus de 90% pour qu'elles viennent au Luxembourg. Donc, on se doute que, même s'il a fait des déclarations encourageantes sur le sujet, on se doute que ce n'est pas l'homme le mieux placé pour lutter contre les paradis fiscaux. Puisqu'on est sur le terrain de l'Europe, finalement, que nous a apporté l'Europe? À quoi sert l'Europe? Ouais, bah alors l'Europe, c'est un peu le drame de ma vie parce que je suis dans un institut d'études européennes, donc voilà, on accueille tous les ans des étudiants qui arrivent avec des étoiles, c'est le cas de le dire, dans les yeux et qui nous disent « Oh monsieur, je veux travailler sur l'Europe de la défense, je veux montrer qu'on peut construire une défense européenne, je veux montrer qu'on peut construire une politique étrangère européenne, une politique sociale européenne. » Et je leur dis oui, allez-y. Et puis voilà, quand ils rendent leur mémoire à la fin de l'année, ils sont complètement désespérés. Ils se rendent compte qu'il n'y a aucune coopération entre les États membres, que la Commission est juste obsédée par une espèce d'agenda complètement débile qui consiste à dire, quel que soit le problème, soulever la réponse, c'est la concurrence, même si c'est absurde et qu'il n'y a aucune puissance économique dans le monde qui fait ça. Même si les États-Unis défendent leurs entreprises, la Chine défend ses entreprises, nous, on ouvre nos marchés et advienne que pourra, et bon courage pour les entreprises pour arriver à survivre là-dedans. Donc c'est assez compliqué. Et donc effectivement, comme j'ai une légère sensibilité de gauche, en fait, dans mon livre, j'ai essayé de montrer que malheureusement, je pense que les deux positions dominantes à gauche ont tort sur l'Europe. C'est-à-dire, je pense que je suis vraiment convaincu, mais en fait, je pense que Mélenchon a tout à fait tort de mettre l'Europe en avant. Il en parle tout le temps comme si c'était le principal obstacle. Et ça, c'est simplement empiriquement faux. C'est-à-dire que pour donner des exemples très précis, l'Europe n'empêche pas de nationaliser les banques. L'Europe n'empêche pas de baisser les loyers. L'Europe n'empêche pas de fixer le prix des médicaments, de passer à la semaine de 4 jours, d'augmenter les salaires des profs, etc. etc.
La seule chose que l'Europe empêche un petit peu, on le voit actuellement avec l'Italie, c'est d'avoir des déficits trop importants. Mais il est bien évident que si un pays comme la France décidait, pour des raisons sociales, écologiques, d'avoir plus de déficits, et que l'Europe disait on va vous sanctionner, imaginez une seconde, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Il ne se passerait rien. C'est-à-dire que l'Europe dirait on va vous sanctionner, la France dirait je continue, et alors quoi? Quel pouvoir a la Commission européenne ou l'Union européenne sur la France pour dire il faut réduire votre déficit? Rien du tout. Absolument rien du tout. Donc c'est une menace complètement bidon. Donc l'idée qu'on ne peut rien faire à cause de l'Europe est juste complètement fausse. Et je pense que c'est très grave quand quelqu'un de Mélenchon, en plus, parce que ça désespère les gens, parce que ça vous dit, pour faire des choses de gauche en France, pardon, il faut d'abord changer l'Europe. Or, vous ne pouvez pas changer l'Europe, puisque l'Europe, aujourd'hui, il y a 90% de gouvernements de droite. Donc vous ne pouvez pas changer l'Europe, c'est impossible. Donc il a un discours qui est complètement désespérant. Donc pour quelqu'un qui se dit de la gauche, c'est extrêmement bizarre. Et d'autre part, je pense aussi que Benoît Hamon a tort aussi, quand il dit on va faire l'Europe sociale, etc., puisque, pour la même raison, il y a 90% de gouvernements de droite. Vous avez de l'Union européenne qui sont tous intégralement ultralibéraux. La Commission est ultralibérale. Enfin, vous voyez, un moment, il faut regarder la réalité. Avec quelle coalition vous allez bâtir une politique de gauche en Europe? Avec quelle coalition? C'est juste impossible. Donc moi, ce que je dis, c'est tout ça, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On peut faire plein de choses en France. Et ce qu'il faudrait, par contre, c'est effectivement, si on avait un gouvernement de gauche en France, c'est mener des coalitions d'idées avec les gouvernements progressistes. Donc il y en a quelques-uns. Il y en a au Portugal actuellement. Il y en a en Espagne. Il y en a en Suède. Les sociodémocrates sont au pouvoir en Suède, même s'ils sont beaucoup plus libéraux qu'avant. Et il y a des coalitions d'ONG, il y a des intellectuels, il y a des syndicats. On peut mener une bataille des idées. On peut faire des choses. Mais il ne faut pas dire, faut donc dire à la fois soit que l'Europe est un obstacle, c'est faux, soit que l'Europe peut être sociale, c'est faux aussi. L'Europe ne sera jamais sociale. L'Europe, c'est un espace de concurrence et c'est tout. Mais ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Dans un autre chapitre, vous traitez de l'emploi. Donc actuellement, on a un taux de chômage qui est compris entre 4 et 5 %, que ce soit aux États-Unis ou en Allemagne, versus 9,6 % en France. Si ma mémoire est bonne. Donc, pourquoi dites-vous, en fait, qu'il n'y a pas de plein emploi aux États-Unis et en Allemagne, alors qu'on a des taux de chômage bien inférieurs, voire 2 fois moindres? Oui, alors ça, c'est vrai que ça, c'est une des découvertes que j'ai faites en lisant le livre, parce que je me disais, pour une fois, j'avais été convaincu par le discours libéral consistant à dire, effectivement, c'est un truc que beaucoup de profs d'économie racontent, il y aurait un choix à faire. Soit vous avez beaucoup d'emplois, mais aussi beaucoup de pauvreté, et donc ça serait le modèle américain, soit vous avez beaucoup de chômage, mais moins de pauvreté, et ça serait le modèle français. Donc il faudrait choisir entre le chômage et la pauvreté. Vous ne pouvez pas avoir à la fois le plein emploi et pas de pauvreté, il faut choisir. Et en fait, quand on regarde précisément les statistiques aux États-Unis, on se rend compte qu'il y a une part très importante de la population qui est sortie de ce qu'on appelle la population active. Parce que bon, je ne vais pas vous faire tout un cours, c'est vraiment trop fastidieux, mais le taux de chômage est un indicateur extrêmement trompeur pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que le chômage est calculé à partir de la population active, c'est-à-dire les gens qui travaillent ou qui cherchent du travail. Donc si vous êtes quelqu'un qui est découragé, qui est vraiment exclu du marché du travail, vous n'êtes pas chômeur. Pour prendre un exemple extrême, une personne qui est SDF, elle n'est pas enregistrée à Pôle emploi, donc elle n'est pas au chômage. Et par ailleurs, quand on dit taux de chômage, on fait quelque chose qui est une erreur, mais qu'on fait tous, c'est qu'on imagine que les gens qui travaillent ont un vrai boulot. Or, si vous travaillez 5 heures par semaine, vous n'avez absolument pas de quoi vivre, mais vous n'êtes plus au chômage. Mais est-ce que vous avez un emploi pour autant? Non. Et le problème, c'est qu'il y a toute une gradation comme ça entre les gens qui n'arrivent même pas à survivre avec leur boulot parce qu'ils font quelques heures par-ci, par-là, et les gens qui ont un vrai travail. Donc le taux de chômage ne nous dit rien de tout ça. Et de façon assez étonnante, il y a 2 études qui sont sorties de façon concomitante par la Banque centrale des États-Unis et par la Banque centrale européenne, et qui, de façon assez simple, montrent que le vrai taux de chômage, à la fois en Europe et aux États-Unis, c'est 20%. C'est-à-dire que si on... Et ça, c'est bon, les références sont dans le livre. C'est des études de 2017 ou de cette année, donc c'est des chiffres très récents. Et comment est-ce qu'ils calculent ça? C'est très simple. Ils calculent à partir d'enquêtes
le nombre de gens qui sont à temps partiel ou très partiel qui voudraient travailler à temps plein. Donc, par exemple, vous voyez, si vous êtes à mi-temps et que vous voulez être à temps plein, on considère que ça fait 0,5 chômeurs. D'accord ? Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Voilà, et les personnes qui sont découragées, c'est-à-dire que les personnes qui s'inscrivent même plus comme chômeurs parce qu'elles ont été au chômage 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Elles sont complètement découragées, donc elles ne sont plus dans la population active, etc. Et donc on voit que le taux de chômage est absolument énorme. Et il y a Alternative économique qui a sorti aussi un autre indicateur qui mesure le nombre d'emplois qui manquent dans un pays pour arriver à ce que tout le monde bosse à temps plein. Donc c'est la même idée. Hein. À quelle distance on est d'un vrai plein emploi dans la situation du pays. Et en fait, on voit que ce nombre d'emplois qui manquent en France, qui est à peu près de 25%, c'est le même que la moyenne de la zone euro. Et en fait, c'est même un peu moins en France qu'en Angleterre ou en Allemagne, qui sont souvent présentés comme des exemples, parce qu'effectivement, en Angleterre aussi, le taux de chômage est à 4%. Donc c'est pour dire que voilà, le problème, c'est que ce taux de chômage, en fait, il ne nous dit rien de la réalité. C'est juste un très mauvais indicateur. Et puis, un autre aspect qui joue, c'est quand on compare, par exemple, la France à l'Allemagne, c'est un truc avec lequel les économistes sont toujours très mal à l'aise et qui est pourtant fondamental, c'est la démographie. C'est comme chacun sait, la population n'augmente quasiment pas en Allemagne, alors que, juste pour vous donner un chiffre, en France, depuis 2000, la population totale, donc pas la population active, hein, la population totale en France depuis 2000, elle a augmenté de 6 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, depuis simplement 2000, il y a 6 millions de personnes en plus en France. Donc évidemment, c'est beaucoup plus dur de donner du boulot à tout le monde quand la population augmente que quand elle stagne. Et ça m'a beaucoup surpris parce que l'Allemagne a un succès à l'exportation qui est absolument extraordinaire. Et pourtant, là aussi, depuis 2000, les créations d'emplois, parce que notre façon de regarder vraiment s'il y a du chômage ou pas, c'est les créations d'emplois. Et quand on regarde les créations d'emplois en Allemagne par rapport à la France depuis 2000, eh ben, les créations d'emplois en Allemagne sont effectivement supérieures à la France, mais très légèrement supérieures. C'est-à-dire que la machine allemande, qui engrange des bénéfices considérables, vous savez qu'ils sont en excédent commercial, ils sont en excédent budgétaire, l'État allemand dépense moins que ce qu'il gagne, mais il ne crée qu'à peine plus d'emplois que la France. Donc la transition écologique est au cœur de vos préoccupations. Donc comment la financer ? Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel des choses, puisqu'on est déjà endetté à hauteur de 100% du PIB, est-ce que l'État français peut encore s'endetter davantage pour faire face à ces problèmes de transition écologique ? Ouais, donc ça, c'est la grosse question de la dette. Alors moi, ce que je pense, c'est que j'ai changé d'avis sur le sujet à mesure que j'ai vu dans ma famille et tout ça, parce que dans les repas de famille, c'est toujours un bon moyen de sonder pour voir quelles sont les préoccupations économiques par les questions qu'on me pose. Et je pense qu'effectivement, les gouvernements français, alors là vraiment de droite et de gauche, ont été vraiment irresponsables depuis des années en votant systématiquement. Vous savez, à un moment, quand on vote le budget au Parlement, vous savez, on fait des prévisions de croissance du PIB. Hein, et suivant la prévision de croissance du PIB que vous faites, eh ben, vous pouvez calculer le déficit. Parce qu'évidemment, quand il y a plus de croissance, il y a plus de taxes, hein, vous payez plus d'impôts sur le revenu, plus de TVA, plus de taxes sur l'essence. Donc, les caisses se remplissent. Et puis, évidemment, quand il y a plus de croissance, il y a moins de chômage, donc il y a moins de dépenses sociales, donc il y a moins de dépenses. Donc, évidemment, plus il y a de croissance, meilleur c'est pour les finances publiques. Et puis, c'est l'inverse, quand vous avez moins de croissance. Et c'est vrai que tous les ans, depuis des années, les gouvernements français ont adopté des prévisions de croissance dont tout le monde savait qu'elles étaient fausses. C'est-à-dire qu'il y avait des consensus des instituts de sondage et systématiquement, les gouvernements prévoyaient des croissances supérieures. Et il y avait toujours le même discours en disant « oui, c'est un discours volontariste, nous allons prendre des mesures qui vont faire la croissance, etc. » Et c'était juste du pipeau pour ne pas assumer le déficit qui allait venir. Et ça, je pense que c'est très grave. C'est très grave, en fait, pas pour une raison économique, bon, ça, je n'ai pas trop le temps d'expliquer, mais pour une raison vraiment plus politique et presque philosophique, parce que ça mine, et maintenant on voit où on en est aujourd'hui, la confiance des citoyens dans l'État. Or, le seul instrument qui nous permet de maintenir la société ensemble, de faire les services publics, de faire la redistribution des richesses ou de faire la transition écologique demain, c'est l'État. Il n'y a que l'État qui peut faire tout ça. On peut tous faire des choses à notre échelle, les entreprises peuvent faire des choses, les collectivités locales peuvent faire des choses, mais les grandes choses, il n'y a que l'État qui peut les faire. Or, cette politique de déficit, ça a amené l'idée que l'État était toujours incompétent, inefficace, mal géré, etc. Et notamment à gauche, c'est vrai qu'il y a eu une très grande tolérance vers les déficits du fait de la tradition keynésienne
à laquelle j'appartenais avant, qui consistait à dire, quand on fait des déficits, ça fait de la croissance. Hein, l'État va... vous savez, c'est les grands travaux, on aime beaucoup les grands travaux, les grands projets en France, on va faire des lignes de TGV, c'est sûr, ça, on embauche des milliers de gens, ça fait de l'activité, ça fait de l'emploi, etc. Et ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc j'aime beaucoup le modèle suédois, même s'il s'est beaucoup dégradé ces dernières années. Les Scandinaves, par exemple, depuis les années 30, avaient une conception très différente de l'État, qu'on connaît bien, ils sont beaucoup plus rigoureux dans leur approche de l'État que nous. Et eux, au contraire, les sociodémocrates scandinaves, ils refusaient systématiquement le déficit, justement pour légitimer les impôts qui étaient beaucoup plus élevés chez eux que chez nous. En disant, si je veux que mes impôts soient acceptables, il faut que ma gestion de l'État soit irréprochable. Et vous savez que si vous êtes au Danemark, en Suède, en Finlande, vous achetez un pain au chocolat sur les frais du ministère, vous démissionnez tout de suite. D'accord ? Il y a eu plein d'exemples. Il y a eu une femme ministre qui avait utilisé sa carte bleue pour une somme dérisoire, etc., qui sérieusement a démissionné le lendemain. On attend toujours le jour où ça arriverait en France. Mais donc, dans ces pays-là, il y a une exigence extrêmement forte vis-à-vis de l'argent public, qui se retrouve aussi, par exemple, dans l'exigence qu'ils ont vis-à-vis des services publics. En Suède, par exemple, les fonctionnaires n'ont pas la garantie de l'emploi. Et il y a une évaluation très forte du service rendu à la population qui est faite en permanence dans tous les domaines, dans les services publics, dans les pays nordiques, parce qu'il y a cette idée que les gens doivent vraiment en avoir pour leur argent, parce qu'ils payent beaucoup d'impôts. Et donc, il faut s'assurer d'un soutien de la population à l'impôt, qui malheureusement, comme partout, a énormément diminué ces dernières années. Et donc, il y a une exigence très forte vis-à-vis des services publics. Donc, je pense qu'en France, avoir laissé le déficit courir pendant des années, ça a été une grande erreur. Et maintenant, elle est dramatique, cette erreur, parce que, comme je disais tout à l'heure, la transition écologique ne peut être financée que par la dette. On ne peut pas payer la transition écologique. Ou alors, il faudrait, et évidemment, il n'y a aucune chance que ça arrive, qu'on accepte tous aujourd'hui une diminution drastique de notre niveau de vie, je ne sais pas, de peut-être 20 ou 30%, en disant, voilà, c'est fini les vacances, c'est fini les restos, c'est fini les livres, etc. On vit avec le minimum, et puis on prend l'argent, une sorte, comme on fait en fait ce qu'on appelle une économie mobilisée, comme en période de guerre, parce qu'en fait, le parallèle, il est ça. Aujourd'hui, les instruments économiques mis en place pour la transition écologique, c'est exactement les mêmes que ceux qui ont permis de gagner la Seconde Guerre mondiale ou de faire la reconstruction après. C'est-à-dire qu'il faudrait pomper une masse d'argent absolument considérable, qu'on prenne l'épargne des gens et qu'on dise, voilà, on va construire des réseaux de chemin de fer partout où ça manque, on va supprimer des routes, construire des tramways, on va isoler tous les bâtiments, on va faire l'agriculture biologique, on va supprimer le plastique, etc. Vous voyez, ça demande des sommes absolument considérables. À la rigueur, on les a dans un pays comme la France, mais ça veut dire que si vous voulez faire ça sans dette, il faut accepter tout de suite de revenir à un mode de vie qui était peut-être celui des années 50, quand il y avait une famille sur 4 qui avait une voiture, etc. etc. Donc ça, c'est pas possible de maintenir notre niveau de vie actuel et de faire la transition écologique sans endettement. C'est impossible. C'est impossible. Donc, effectivement, il faudrait aujourd'hui arriver à convaincre la population d'un plan d'endettement pour la transition écologique. Mais effectivement, là, ça coince parce que l'idée qu'on va s'endetter encore plus alors qu'on est déjà endetté, elle risque de rencontrer beaucoup de résistance dans la population. Donc là, c'est problématique. Et en plus, on a une telle crise aujourd'hui du politique qu'il y a peu de chances que les gens aient confiance que les dirigeants vont bien utiliser cet argent pour faire la transition écologique qui, en plus, même si je pense qu'au final, elle pourrait nous permettre d'être plus heureux que ce qu'on est actuellement, parce qu'il y a plein de scénarios qui montrent qu'on pourrait mieux vivre plus longtemps, en meilleure santé, en travaillant moins, en arrêtant d'acheter des conneries jetables, etc., etc. Mais la consommation actuelle est quand même tellement agréable que le passage de l'un à l'autre risque quand même d'être très douloureux et d'être très compliqué à faire démocratiquement. Donc avant de céder la parole au public qui va vous poser des questions, j'ai une dernière question. Sans transition. Donc, on entend dire couramment qu'un des freins majeurs à la compétitivité des entreprises françaises, et notamment à l'export, c'est le niveau de salaire. Donc, pour gagner en compétitivité, il faudrait baisser ses salaires. Donc, pourquoi pensez-vous qu'on peut quand même augmenter les salaires en France ? Déjà, parce que je pense qu'il y a beaucoup... Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a plein de salaires qui sont... La mondialisation n'est pas partout non plus. Donc, il y a plein d'emplois qui ne sont pas dans la mondialisation. Quand vous êtes coiffeur, quand vous êtes boulanger, etc., vous n'êtes pas en concurrence avec un boulanger chinois. Ou alors, mais il est ici aussi. Donc, il paye les taxes en France, il paye ses salariés au SMIC,
Il n'y a pas une baguette qui arrive de Chine à 1 centime pour l'instant. D'accord? Donc, en fait, réfléchissez à votre budget. Il y a une part énorme de votre budget qui est locale. Votre loyer ou votre remboursement d'emprunt, il est local. Les courses sont locales, etc. Même si vous achetez des produits qui viennent de l'étranger, elles sont distribuées en France. Il faut payer la caissière, le chauffeur routier, il est en France, etc. etc. Donc l'économie reste en fait très fortement locale. Ouais, c'est ça, voilà, en termes de valeur ajoutée. Et donc, il y a des entreprises qui pourraient augmenter leurs salaires. Alors, en fait, c'est toujours pareil, si toutes les entreprises augmentaient les salaires, parce qu'elles seraient en concurrence avec des entreprises qui auraient des niveaux de salaire équivalents. Et d'ailleurs, c'est ça l'origine des conventions collectives. Allez, les conventions collectives en France et dans les autres pays existent et ont été demandées dans certains cas à la demande des employeurs pour éviter la concurrence déloyale sur un même territoire entre entreprises du même secteur. Donc ça, c'est un premier argument. Un deuxième argument, c'est quand on regarde les chiffres, quand vous regardez le salaire horaire dans l'industrie en France, il est plus faible qu'en Allemagne. Donc on ne nous arrête pas de nous parler du modèle allemand, mais en fait, en moyenne, dans l'industrie, les ouvriers, les techniciens français sont moins payés, ou les personnes qui travaillent en France dans l'industrie sont moins payées qu'en Allemagne. Donc on ne peut pas nous dire qu'il y a un problème de coût salarial de ce côté-là. Et bon, il y aurait plein d'arguments. Un autre argument, c'est que aujourd'hui, dans les produits industriels qui font une part essentielle de la mondialisation, quand vous rentrez dans une usine, il n'y a plus beaucoup d'êtres humains. Donc le coût salarial représente une toute petite part des charges de l'entreprise par rapport à des robots qui coûtent des millions d'euros, par rapport à des charges financières, des taux d'intérêt à la banque qu'on doit payer, par rapport à des dividendes qu'on doit verser aux actionnaires, etc. La masse salariale joue beaucoup moins qu'avant. On n'a plus l'usine Renault de Boulogne-Billancourt, j'ai je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'ouvriers, on voit sur les archives, etc. Maintenant, vous avez des usines automobiles, il n'y a plus personne. Donc, on ne peut pas penser que le coût salarial est le coût majeur pour les entreprises. Et mes amis économistes de gauche aiment bien jouer sur les mots là-dessus et parler du coût du capital. Et il y a des études très sérieuses qui montrent effectivement que, par contre, le coût du capital a beaucoup augmenté ces dernières années, pas qu'en France, dans tous les pays développés, parce que donc d'une part, les charges d'intérêt ont augmenté pour les entreprises, et puis surtout, la part des profits donc vous savez, une entreprise vend ses recettes, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Ensuite, on enlève ces charges, il reste les profits. Et ensuite, ces profits peuvent être utilisés de différentes manières. Et notamment, ils peuvent être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes. Et comme vous le savez sans doute, les dividendes ont très fortement augmenté ces dernières années. Donc, il y a quand même un problème dans le débat intellectuel général journalistique. On entend énormément parler du coût du travail, qui peut clairement être un problème dans certains cas, mais on n'entend jamais parler du coût du capital. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée qu'on peut baisser les salaires, c'est une variable sur laquelle on peut jouer, mais par contre, les dividendes, on ne peut jamais les baisser. Donc ça, c'est quand même un problème pour le débat. D'accord. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous en prie.